là, pourquoi j'en parle, une journée de vague sur la planète, c'est assez d'énergie pour tous les humains pour une année. Mais en une journée, si on arrivait à capter l'énergie des vagues, on aurait largement assez pour fournir toute l'énergie pour tous les humains. Et pourtant, des usines marémotrices, par exemple, ça existe à la Rance. Il existe l'usine de la Rance, vous connaissez. Mais ça n'a jamais... le problème de l'usine de la Rance, c'est qu'elle demande un marnage, c'est-à-dire la différence entre les hautes eaux et les basses eaux, très très important pour provoquer la mise en route des turbines. Donc c'est pas super efficace parce que c'est pas partout qu'il y a un marnage comme au Mont-Saint-Michel ou comme à la Rance. Et au Mont-Saint-Michel, par exemple, on ne peut pas le faire parce que ça sent sable. Donc marée motrice, oui, ça fait partie des EMR, mais les hydroliennes aussi, vous savez, c'est une espèce de ventilo qu'on fout au fond de la mer et qui marche avec les courants marins, mais aussi les courants de marée, d'entrée et de sortie. Donc c'est une hélice qui tourne dans les deux sens. Elle tourne dans un sens comme ça. L'éolien en mer, c'est aussi une EMR, mais il y a aussi des énergies marines moins connues. Vous savez, faire de l'électricité, c'est pas rentable. En gros, faire tourner un truc, on met beaucoup d'énergie pour pas beaucoup d'électricité. À Tahiti et dans un certain nombre d'îles, le gros problème dans les pays chauds, c'est la climatisation, c'est pas le chauffage en termes de consommation d'énergie. À Tahiti, on refroidit des hôtels de luxe. Tant mieux, je préfère ça plutôt qu'on foute une centrale nucléaire, mais on refroidit des hôtels de luxe avec la différence de température entre l'eau profonde et l'eau de surface. Vous voyez que l'eau de surface elle est chaude, donc profonde elle est froide. Si vous mettez un tuyau entre les deux, il va y avoir une circulation qui va s'installer entre. Parce que vous voyez bien que l'eau froide elle est plus lourde, donc elle a tendance à descendre, l'eau chaude elle a tendance à remonter, et donc c'est facile de mettre une circulation. Donc on met une petite turbine sur le chemin, donc on fabrique de l'électricité avec la différence de température, on récupère les eaux chaudes de surface, les eaux froides de profondeur, on les fait circuler, elles se réchauffent et on les remet en surface. Et donc on a récupéré le frais, donc on a fait de la climatisation sans polluer, sans faire des gaz à effet de serre. Donc ça c'est une énergie marine renouvelable, une énergie thermique marine. C'est-à-dire qu'on utilise et que c'est une autre manière de le faire. De la même manière, on est capable de faire de l'électricité avec la différence de salinité. Il y a un étalon de la salinité dans les océans, et quand il y a une grande différence de salinité, ça fait un potentiel électrique. C'est comme nous quand on a appris, quand on était petit, à planter deux trucs dans une pomme de terre et à allumer une petite lumière. Ben c'est ça en fait, c'est parce qu'il y a un potentiel électrique qui va être différent. Et donc on est capable, avec les différences de salinité, de générer de l'électricité. Ce que je veux dire par là, c'est que les EMR, elles sont extrêmement variées. Elles peuvent à la fois produire de l'électricité, produire de la chaleur, produire du froid, et c'est une ressource qui est très peu exploitée, qui est difficile. L'énergie houlomotrice, c'est-à-dire l'énergie des vagues, il y a les Écossais qui sont spécialistes dans ça et qui ont inventé un truc très rigolo. Vous verrez, ça ressemble à une grande chenille articulée. Et en fait, chaque fois qu'il y a un élément de la chenille qui va monter et qui va descendre, vous voyez qu'à l'articulation, ça va bouger. Et bien là, je mets de la récupération de ce mouvement-là et je fais de l'électricité avec. C'est une manière de récupérer l'énergie de la houle sans pour autant casser cette houle qui rend un certain nombre de services. Il ne s'agit pas de détruire le milieu pour en extraire l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'EMR, c'est probablement l'avenir parce que c'est beaucoup moins conflictuel que les ENR. Les ENR à terre, on voit la difficulté d'installer des éoliennes à cause d'une lourdeur administrative, à cause d'autres contraintes, des contraintes de paysage, à cause des contraintes de vent aussi. Donc on voit une partie de la difficulté. Par ailleurs, à terre, il y a une concurrence entre les usages. Soit je fais de l'agriculture, soit je fais de l'énergie, et c'est difficile de concilier. Ça commence pas chez nous, parce que nous on a des lobbies. Mais nous on a des lobbies énergétiques en Europe qui sont trop puissants et qui empêchent le développement de ces démonstrateurs. En revanche, ces démonstrateurs, ils sont en train d'émerger dans des pays du Sud, ils sont en train d'émerger dans l'hémisphère Sud, en Australie, bizarrement, alors qu'il est plus anti-climat, on ne sait pas trop faire que l'Australie, néanmoins, en Australie, ils sont en train de construire un démonstrateur avec tous les EMR en fait connectés à une seule grosse prise au fond de l'océan, et je mets un peu de tous les EMR, et comme ça, je peux comparer la production d'énergie et leur intermittence et les complémenter les uns les autres. La France a une chance, c'est qu'on a une expertise en milieu marin que n'ont que les Japonais et les États-Unis. On est 3 pays à savoir aller au fond des océans, par exemple. Donc aller étudier les fumeurs noires, les bactéries hyperacidophiles, hyperthermophiles, donc ces bactéries qui sont capables de survivre à des conditions très spécifiques et qu'on peut utiliser dans le domaine de l'industrie, que malheureusement la France brevette actuellement comme si c'est elle qui avait inventé, et que la convention de Nagoya doit justement réguler pour empêcher la brevetabilité du vivant, mais pour l'instant on n'y est pas encore parvenu. Mais la grande chance de la France, c'est une très très bonne connaissance du milieu marin. On est ceux qui avons cartographié le fond des océans en premier. Et il se trouve que la France a gardé, si vous regardez avec curiosité, alors on est le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis.
On est le premier domaine maritime en termes de coraux, c'est-à-dire qu'on a la plus grande superficie de coraux, donc on a la plus grande responsabilité sur la protection des coraux qui ont un rôle majeur dans le climat. Et si vous regardez les territoires français, vous vous rendrez compte qu'il y a moyen de passer dans les eaux territoriales françaises tout le temps, en faisant tout le tour de la planète. À quoi ça pourrait bien servir? Peut-être pour mettre des petits sous-marins nucléaires qui écouteraient tout le monde et qui pourraient aller tout partout pour voir tout ce qu'on veut faire. Ben, il semblerait qu'un certain nombre de nos ex-colonies qui sont devenues des dom-toms soient restés des dom-toms pour que nous puissions passer tranquille. J'ironise, mais en attendant, ça veut dire qu'on a un potentiel d'action qui est gigantesque à partir du moment où l'État accepte d'investir la mer. Simplement, la mer en aménagement du territoire, c'est ce qu'on a dans le dos quand on regarde la Terre. C'est tout. Voilà. C'est magnifique.